Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on s'attaquait à la situation post-date limite des transactions pour le Canadien de Montréal. Alors, c'est le portrait. Je me souviens plus si c'est le line-up du dernier match ou de l'avant-dernier match, ça là, mais en tout cas, c'était un line-up dans les derniers matchs qui a été joué du Canadien de Montréal après la date limite des transactions. Euh, le message me semble quand même assez clair. Le message de Marc Bergevin à l'égard des fans, c'est un reset. Donc, on se maintient dans cette lignée-là. L'idée, c'est qu'on ne veut pas être dans les bas-fonds de la LNH pour plusieurs années, mais on veut quand même graduellement rebâtir cette équipe-là, mais sans nécessairement être une équipe peu performante actuellement. C'est le Canadien de Montréal actuellement. C'est une équipe que je qualifierais une équipe de middle age, c'est-à-dire que c'est pas une équipe qui est particulièrement jeune, c'est pas une équipe qui est particulièrement vieille, mais c'est quand même une équipe que je qualifierais de middle age. C'est une équipe qui a un certain potentiel s'ils finissent par jouer ensemble et surtout s'ils finissent à jouer plus solidement défensivement. C'est une équipe qui aura un potentiel beaucoup plus intéressant. Actuellement, je dirais que ça a l'air d'être la confiance qui manque vraiment largement à cette équipe-là. Alors là, les noms que vous voyez écrits en noir, c'est les noms en fait que ils sont déjà signés pour l'année prochaine. Donc, c'est des personnes qu'on devrait revoir l'année prochaine, à part s'il y a des transactions, bien entendu. Les noms qui sont en vert, c'est les RFA, c'est-à-dire les agents libres qui vont être agents libres avec restriction. Les noms en rouge, c'est les UFA, c'est-à-dire les agents libres sans restriction. Alors, bref, c'est le portrait du Canadien de Montréal actuellement. Et ce qu'on peut voir, c'est que le gros du noyau va être de retour l'année prochaine. Donc, ce ne sera pas une équipe qui va être très différente, sauf si transaction il y a pendant l'été. Ça serait possible que ça l'arrive. Alors, pour ce qui est de l'organisation du Canadien, avant la date limite des transactions, on a fait quelques mouvements. Mais dans ces quelques mouvements-là, c'est ça que j'interprète comme étant les mouvements, c'est ça que j'interprète comme étant le message de Marc Bergevin aux fans. Donc, c'est quoi le plan qu'on a pour la fin de l'année cette année et on verra pour ce qui est de l'été qui s'en vient très prochainement. En date du 18 février, le Canadien de Montréal a transigé le défenseur Marco Scandella au Blues de Saint-Louis en échange d'un choix de deuxième ronde en 2020 et d'un choix conditionnel de quatrième ronde en 2021. Donc, on a perdu un défenseur que ça faisait pas super longtemps qu'il était avec le Canadien, qui avait de l'expérience dans la LNH. C'est une perte quand même. Là. Puis en échange de quoi, on a un choix de deuxième ronde, ce qui est quand même, selon moi, là, un choix de deuxième ronde, puis conditionnel quatrième ronde. Si choix de deuxième ronde est valable, dans le sens que si on réussit à aller chercher quelque chose de bien, on peut, dans quelques années, être super fier de cette transaction-là. Fait que ça peut être intéressant. On a un choix de deuxième ronde de plus pour le repêchage qui se donne à Montréal. En date du 23 février, le Canadien ont transigé Ilya Kovalchuk aux Capitals de Washington en échange d'un choix de troisième ronde pour le repêchage de 2020. En date du 24 février, c'est-à-dire la date limite des transactions, quelques transactions mineures. On a échangé Nate Thompson à Philadelphie en échange d'un choix de cinquième ronde en 2021. On a échangé Matthew Pekka à Ottawa en échange de Aaron Luchuk et d'un choix de septième ronde en 2020. Et finalement, on a échangé Nick Cousin aux Golden Knights de Vegas en échange d'un choix de quatrième ronde en 2021. Alors, les Canadiens de Montréal pour le repêchage de 2020 à Montréal ont quand même plusieurs choix. De qualité plus ou moins, je vous dirais. On a un choix de première ronde, c'est celui du Canadien de Montréal, qui devrait être quand même relativement soit centre ou haut, je suppose. Choix de deuxième ronde, on a celui de Montréal, Chicago et Saint-Louis, donc on va choisir 3 fois. Dans le cas de Saint-Louis, ça risque d'être un choix tardif. En fait, ça va être un choix tardif. Dans le cas de Chicago, ça doit être un petit peu plus proche de nous autres. En troisième ronde, on a 2 choix, soit le choix de Montréal et de Washington. En quatrième ronde, on a 3 choix, soit celui de Montréal, Anaheim et de Winnipeg. En cinquième ronde, on a 2 choix, soit celui de Montréal et de la Floride. Sixième, un choix Montréal. Septième, 2 choix Chicago et Ottawa. Alors bref, on a beaucoup de choix, mais moi honnêtement, je pense que les choix qui ont généralement le plus d'impact, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas drafter des bons gars en cinquième, sixième, septième ronde, mais souvent ceux qui ont le plus d'impact ou qui ont le plus de chances d'avoir de l'impact, c'est première et deuxième ronde. Dans ce cas-là, on a un total de 4 choix, soit 1 en première et 3 en deuxième ronde. Fait que c'est le portrait du Canadien au lendemain de la date limite des transactions. On a fait des transactions pour aller chercher des choix repêchage, donc on veut regarnir encore notre banque de jeunes. Bon, c'est ça. On verra ce que ça donnera avec les choix, mais je pense que d'avoir des choix en 5e, 6e ronde,
pas nécessairement une très grande utilité. Bon, enfin bref. Donc, ça ici, c'était le line-up. Je me souviens pas si c'est le dernier match ou l'avant-dernier match qu'ils ont joué, là, mais c'était le line-up, l'alignement partant que le Canadien avait aligné. Et c'est une équipe que je vous dis, je qualifie de middle age. Tout simplement. Alors actuellement, là, on a notre meilleur pointeur qui est Thomas Tatar. Thomas Tatar, lui, c'est un gars qui est âgé de 29 ans. Alors, il est re-signé pour l'année prochaine dans son cas à lui. Excellente saison, une saison record dans son cas. Tout va bien pour lui, on n'a rien à redire là-dessus. Philippe Danault, lui, c'est le centre le plus complet du Canadien de Montréal, âgé de 27 ans. Pour l'instant, encore un aubaine pour le Canadien de Montréal. Il est capable de tout bien faire. Bonne saison pour lui aussi. Brendan Gallagher, 27 ans, éventuel capitaine du Canadien de Montréal, joueur d'énergie. Très bonne saison pour lui aussi. Première ligne, ça va bien. C'est après que ça se gâche un peu plus. Bon, Lekonen, pour l'instant, 24 ans, c'est encore considéré comme étant un jeune. Mais ça reste un jeune quand même qui est à la mi-vingtaine. Ça va correct. Ça va pas bien, ça va bof. Dans le cas de Lekonen, Suzuki, excellente première année dans son cas à lui. Moi, je suis vraiment énervé avec le développement de Nick Suzuki. Au niveau junior, je l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup au niveau de la Ligue nationale pour sa première année. On verra là, dans une entrevue que Marc Bergevin a accordée à la presse. Il dit se méfier de la gaine de la deuxième année dans le cas de Nick Suzuki. J'y crois. Moi, je crois en Suzuki, honnêtement. Yoel Armia, mon Dieu. Yoel Armia, quand j'avais fait ma dernière vidéo, je vous disais que c'était pas un top 6 assuré. Là, je vous dis que c'est un top 6 assuré. Ce gars-là, possession de rondelle. C'est hallucinant comment il protège la rondelle. Ah! Wow! Honnêtement, je l'adore. Alors, c'est un joueur de séquence, malheureusement. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois de lui cette année. Paul Byron, qui est finalement revenu. Lui, est âgé de 30 ans. Oups, ça a juste pas voulu y aller. Hein. Âgé de 30 ans, Paul Byron, joueur complet dans les deux sens. Ça fait du bien de le voir de retour. Max Domi, 25 ans. Dans son cas, lui, dernière année de contrat. Il me semble que je m'attendais à plus de ça au niveau offensif. Il a essayé plus offensif, mais ça n'a pas nécessairement marché. Jordan Will, 27 ans. C'est un joueur que je considère comme étant correct sans plus, qui a des fois des flashs intéressants offensivement, mais rien d'extraordinaire. Charles Hudon, 25 ans, qui va tomber agent libre avec restriction. D'après moi, on devrait être tenté de le ramener parce que il est trop fort au niveau de la Ligue américaine. Fait que même s'il n'y a pas un spot dans la Ligue nationale, le Canadien, selon moi, a tout intérêt à le garder. C'est un joueur que les fans aiment. Les gens l'aiment. Alors moi, je le garderai. On va voir qu'est-ce que Bergevin va faire avec ça. Peut-être qu'il va dire aussi, ben gars, je te donne la chance dans une autre équipe d'avoir plus de temps de jeu au niveau de la LNH et non de la Ligue américaine. Ça pourrait aussi être intéressant. Jake Evans, qui lui, pour les partisans du Canadien qui ne suivaient pas le Rocket, vient d'arriver, ça fait pas tellement longtemps. Dans son cas, à lui, c'était un choix tardif, Jake Evans. Hein? C'était un choix de 5e ronde, je crois. Même pas, c'est un choix de 7e ronde en 2014, Jake Evans. Alors c'est un choix tardif, mais qui, honnêtement, jusqu'à date, son développement est régulier. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. Sa courbe va en croissance. Puis Joël Bouchard, jusqu'à date, fait du beau travail avec lui. On commence là à voir, disons, les retombées, les fruits du travail de Joël Bouchard avec les plus jeunes. Et ça, c'est intéressant. Dale Weiss, âgé de 31 ans, dernière année de contrat. On verra bien ce qui va se donner avec lui. Ben Sherratt, qui a connu une excellente année jusqu'à date avec le Canadien de Montréal. Très solide physiquement et défensivement. Chez Weber, âgé de 34 ans, on a un doyen ici. Brett Kulak, qui lui est âgé de 26 ans, une saison en dents de scie que je trouve bien ordinaire. Jeff Petrie, 32 ans, un bon vétéran qui, des fois, a des bulles là, qui font un peu moins bien. Mais je pense que de manière générale, c'est quand même un très bon vétéran. Puis en termes de deuxième défenseur droit, tu as deux très bons défenseurs droits ici à Montréal. Là. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut pas nier. Dans le cas de Ben Sherratt, c'est peut-être pas un gars que je voudrais sur ma première part, mais il a quand même été assez solide so far. Fait que Brett Kulak, il me dérange dans le top 4. Même si vous regardez ma vidéo de début d'année, puis je proposais exactement ça ici en termes de tandem. Là. Kulak, des fois, je l'aime pas en tout. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas en tout. Xavier Ouellet, qui est à sa dernière année actuellement. Dans le cas de Xavier Ouellet, là, j'ai des points d'interrogation. Est-ce qu'il va revenir ou non? Là, parce que lui, il est peut-être tanné de jouer dans la Ligue américaine. Mais bon, en tout cas, il y a une petite chance actuellement avec le grand club. C'est à lui de se prouver. Je pense qu'il essaye très fort d'ailleurs de se prouver. Je n'y enlève absolument rien. J'espère pour lui que ça va marcher. Christian Folin, 29 ans. Alors, dans le cas de Christian Folin, agent libre avec restriction à la fin de l'année. Je sais pas. Je pense pas qu'on va le revoir l'année prochaine. Il n'a pas vraiment fait ses preuves à Montréal. Fait qu'on verra rendu là. Carey Price, qui est bien entendu le gardien du Canadien de Montréal, le gardien partant. Pas de question à se poser là-dessus, 32 ans. Et on va clore le tout avec Charlie Lindgren, qui est actuellement âgé de 26 ans, qui est un gars qui n'aurait peut-être pas nécessairement sa place dans la LNH. OK. Dans le cas ici de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, actuellement considéré comme étant blessé, il est âgé de 24 ans. Carl Arzner, qui était
je crois, Heatley Scratch, si je ne me trompe pas, 31 ans. Et Victor Mété, lui, qui est blessé, 21 ans aussi, Victor Mété, qui va être un gars qu'on va devoir rediscuter de son contrat et il est agent libre avec restriction à la fin de l'année. Alors c'est ça le portrait du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, c'est une équipe qu'on veut que les défenseurs s'impliquent beaucoup. On a des défenseurs qui sont quand même relativement mobiles. On en a un petit peu moins mobiles, mais quand même qui sont capables de tirer de la ligne bleue. Alors on veut que tout le monde s'implique au niveau offensif. Et on veut que tout le monde s'implique au niveau défensif aussi. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre à un gars comme Max Domi, parce que c'est un gars qui est porté qu'à l'attaque. C'est la même chose avec Jonathan Drouin, c'est un gars qui est porté qu'à l'attaque. Alors, leur faire comprendre d'être responsable défensivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais il reste que, tu sais, de manière générale, c'est une équipe qu'on essaie de faire balancer, mais qu'il y a quelque chose au niveau de la confiance qui n'embarque pas dans cette équipe-là. C'est quoi le problème exactement? Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est les joueurs? Je suis pas Dieu, je sais pas, mais il y a quelque chose qui marche pas au niveau de la confiance dans cette équipe-là, c'est assez clair. Alors, ce que je vous ai fait ici, c'est un tableau que j'ai appelé Timmins. Donc, le Canadien de Trevor Timmins. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait une équipe qui serait actuellement active pour la LNH, qui ont été repêchés dans l'ère de Trevor Timmins par le Canadien de Montréal. Je voulais me donner une idée approximative de ces choix au repêchage, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors honnêtement, quand j'ai commencé cet exercice-là, je m'attendais à ce qu'on ait des défenseurs à profusion, parce que je trouvais que Trevor Timmins choisissait relativement bien ses défenseurs, même chose pour les gardiens. Ça a été quand même pas si mal à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de difficultés au niveau des attaquants. Alors, je vous explique, moi, ce que je me suis instauré comme genre de limite. Première des choses, il faut que ce soit des gars qui sont encore actifs. Donc, les gars à la retraite, on oublie ça. Même si c'est lui qui l'a drafté, on oublie ça. Donc, il faut que ce soit des gars qui sont encore actifs. Il faut que ce soit des gars qui jouent en Amérique du Nord. Je ne voulais pas avoir des gars qui jouent dans la KHL parce que ça peut arriver des fois que les gars vont préférer avoir plus de temps de glace ailleurs, mettons en Russie, dans la KHL. Fait que ceux qui jouent dans la KHL, qui ont été repêchés par Trevor Timmins, je ne les ai pas inclus. Alors, j'inclus là-dedans, entre autres, je pense que Sven Andrigato est dans la KHL, je ne suis pas sûr à 100%, en tout cas, il joue en Europe. Alexis Yemlin, qui est dans la KHL, je ne les inclus pas là-dedans. Pourquoi? Parce que, d'après moi, ils peuvent avoir été tentés d'aller jouer à l'extérieur et de ne pas jouer dans la LNH. Alors, j'ai retenu ici uniquement des gars qui jouent dans la LNH, qui jouent dans la Ligue américaine ou qui jouent prochainement dans la LNH. D'accord? Parce que j'ai pas eu le choix, on était assez limité. Si vous avez la chance, vous irez regarder ma vidéo sur les sénateurs d'Ottawa, vous allez voir, j'ai fait à peu près le même genre de parcours et c'était intéressant au niveau des sénateurs. J'avais du choix au niveau du Canadien, plus limité. Ok, on va commencer par le bas. Le premier qu'on va choisir ici, ça va être au niveau des gardiens de but. On va commencer par mon gardien de but numéro 2 qui a été repêché par Trevor Timmins. Timmins a commencé officiellement avec le Canadien en 2003. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est avant ou après le repêchage. Si c'est avant le repêchage, même si c'est lui qui l'a repêché, c'est pas nécessairement son équipe qui l'a scouté, là, qui l'a épié, le joueur en question. Alors c'est comme plus ou moins son choix, mais en tout cas, en 2003, lors du repêchage, le Canadien de Montréal avait repêché un gardien de but en 9e ronde qui aura finalement eu et qui a toujours d'ailleurs une carrière plutôt intéressante qui est Yaroslav Halak. Yaroslav Halak est un choix du Canadien en 2003 en 9e ronde. C'est un gars qui a eu une très bonne carrière au niveau de la LNH, qui joue encore actuellement, qui est encore un gars qui est compétitif et c'est dans l'ère de Trevor Timmins. Maintenant, si c'est pas Trevor Timmins qui l'a repêché, s'il est arrivé après le repêchage ou quelque chose de même, je me suis gardé un petit plus ici, puis j'ai mis Caden Primo. Parce que Caden Primo, c'est quand même un des prospects les plus intéressants du Canadien actuellement. C'est un gardien de but d'avenir. Donc, intéressant dans son cas. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser à savoir qui est le gardien de but numéro 1 qui a été repêché par Trevor Timmins. C'est bien entendu le gardien Carey Price, repêché en première ronde en 2005. Ok, là, on va s'attaquer aux défenseurs. En termes de défenseurs, je veux quand même mettre des mentions honorables. Je mets des mentions honorables parce qu'il y a des gars qui s'en viennent et qui sont intéressants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien se développer, mais ils sont quand même très intéressants. Entre autres, on peut considérer dans le lot Cale Fleury, qui est un gars qui joue actuellement dans la Ligue américaine. C'est un défenseur plus défensif, solide aussi au niveau physique. C'est un gars qui promet en termes de défenseur défensif et costaud. Actuellement dans la Ligue américaine, moi, ce que j'ai vu de lui au niveau junior et Ligue américaine, il augmente tout le temps. Sa progression est constante. Alors, ayez confiance en Cale Fleury. C'est un gars que je pense qu'il peut s'établir dans la LNH.
On a entendu parler énormément de Alexander Romanov, que d'ailleurs Marc Bergevin a établi comme étant son plus grand vol au repêchage selon lui dans tout son règne en tant que DG du Canadien. On verra bien pour l'instant au niveau statistique, parce que je l'ai jamais vu jouer. Au niveau statistique, quand il joue junior international, ça va bien, mais quand il joue dans KHL, ça a l'air qu'il joue pas beaucoup. Pas beaucoup de points. Je veux faire une mention honorable aussi à, je crois que c'est Jayden Struble, si je ne me trompe pas. Dans son cas, à lui, c'est un défenseur qui est un défenseur mobile, qui a un potentiel offensif intéressant. On verra quand il va faire le saut au niveau professionnel s'il va être capable de s'adapter. Mais c'est un gars qui est quand même assez intéressant dans la lignée du Canadien de Montréal, dans les défenseurs. Et on a le défenseur Josh Brook, qu'on travaille beaucoup avec lui actuellement dans la Ligue américaine à Laval. Alors, on a les mentions honorables. OK, au niveau des défenseurs, en termes de troisième paire, repêché par Trevor Timmins. En guise de troisième défenseur gauche, j'ai décidé d'y aller avec un jeune homme qui a été repêché en 2016 en quatrième ronde, Victor Mété. Défenseur mobile qui peut faire des points offensivement intéressants. C'est un jeune homme qui n'est pas assez gros, mais qui est quand même intéressant. Je le fais jouer aux côtés d'un défenseur gauche, mais que j'ai mis à droite, qui va pas m'aimer pour ça. Puis Dieu sait que c'est une personne qui a un caractère de fou. C'est Nathan Beaulieu. Nathan Beaulieu, choix du Canadien en première ronde en 2011. C'est un défenseur qui joue encore actuellement avec les Jets de Winnipeg, qui est so-so, il est comme à cheval entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. C'est un gars qui a eu des problèmes de comportement et Trevor Timmins a l'air d'aimer les gars qui ont des problèmes de comportement. Je pense entre autres à Piquet Souban et Galchenyuk. Donc, ça a l'air d'être récurrent dans son cas. Deuxième paire, ben là, écoutez, deuxième paire, on y va avec un choix de 2007 première ronde. Un défenseur qui est un défenseur très solide défensivement, très fiable, qui a connu des excellentes années avec les Rangers de New York, qui a même été capitaine de l'équipe des Rangers. Ryan McDonough, choix de première ronde en 2007. C'était probablement la plus grande fierté de Trevor Timmins pendant des années, ce repêchage-là, qu'on a échangé dans la tragique transaction de Scott Grimes. Par la suite, je vais le faire jouer avec un jeune homme que vous avez, un défenseur que vous avez connu, Yannick Weber, comme étant petit, rapide et très créatif au niveau offensif. Dans le cas de Yannick Weber, lui, c'est un choix du Canadien de troisième ronde en 2007. C'est un défenseur un peu comme dans la même trempe de Victor Mété, je vous dirais. Là. Pour moi, ça se ressemble, ces deux gars-là. Donc, si Mété aspire à un style de jeu, ça risque de ressembler un petit peu à Yannick Weber. Donc, qui aide au niveau de l'avantage numérique, mais pas nécessairement solide défensivement. En termes de premier défenseur gauche, ben là, j'y étais avec Mikhail Sergachev, qui joue actuellement avec le Lightning de Tampa Bay, qui est parti en échange de Jonathan Drouin. Choix de première ronde en 2016. Et bien entendu, premier défenseur droit. Je suis conscient que ça va mal actuellement au New Jersey, mais il a connu des très très bonnes années, entre autres pour le Canadien de Montréal. Piquet Souban, choix de deuxième ronde en 2007. Là, on y va avec les attaquants. Ouch! Là, il y a des joueurs qui n'ont même jamais joué dans la LNH que j'ai été obligé de mettre dans mon line-up pour vous dire à quel point j'ai eu de la misère à trouver des attaquants. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont connu une grande carrière, qui ont été repêchés par Trevor Timmins et qui ont connu une grande carrière. Vous allez voir qu'on est assez limité. Bon, bref, on va y aller. En termes de quatrième allié gauche, donc sur ma quatrième ligne, j'ai décidé d'y aller avec le jeune Jake Evans. Jake Evans, officiellement, quand il a été repêché en septième ronde en 2014, c'est un jeune homme qui a été repêché en tant qu'attaquant. Il n'a pas été repêché à une position en particulier. Donc en ce moment, il est utilisé au centre, mais il a été repêché officiellement en tant qu'attaquant. Donc moi, je l'utilise comme étant mon quatrième ailier gauche. Au centre, j'y vais avec Jacob Delarose. Dans le cas de Jacob Delarose, c'est un choix du Canadien de Montréal de deuxième ronde en 2013. Un gros joueur de centre qui est solide défensivement. Ça peut être intéressant de l'avoir là. Et en termes de quatrième ailier droit, ben, j'y vais avec un gars qu'on a perdu tout récemment dans un échange, mais c'est le gros Michael McCarron. Michael McCarron qui est un choix du Canadien de première ronde en 2013. Officiellement, quand il a été repêché en tant qu'ailier droit et non en tant que joueur de centre. Au niveau de ma troisième ligne maintenant, j'y vais à l'aile gauche avec un gars que moi j'aime beaucoup, un tempérament que j'aime bien, un gars qui est très ouvert, Charles Hudon, choix de cinquième ronde en 2012 par le Canadien de Montréal. Au centre, je vais y aller avec un jeune homme qu'on a bien hâte de voir comment est-ce qu'il va se développer, c'est-à-dire Ryan Poehling. Ryan Poehling, un gros joueur de centre, surtout défensif. Je pense que troisième centre, c'est sa place naturelle pour lui. En termes d'ailier droit, j'y vais avec un gars qui n'a toujours pas joué dans la Ligue nationale, mais qui semble-t-il a vraiment un potentiel très intéressant au niveau offensif, qui jouait en Finlande, mais qui là, il va venir jouer avec le Rocket. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Jesse Ylonen, choix de deuxième ronde en 2018. En termes de deuxième ligne, je vais y aller avec Artturi Lekkonen. Artturi Lekkonen.
Lekonen. Donc, je l'utilise exactement à la même place qui est utilisée actuellement. Dans le cas de Artturi Lekonen, c'est un choix du Canadien en 2013 en deuxième ronde. En termes de deuxième centre, je vais y aller avec Jesperi Kotkaniemi. Très fort potentiel dans le cas de Jesperi Kotkaniemi, un choix de première ronde en 2018. On verra comment il va se développer. Pour l'instant, il manque de force, mais on voit qu'il est quand même intelligent, il a une belle vision. C'est intéressant dans le cas de Kotkaniemi, moi je pense. Et éventuellement, je verrais bien un Suzuki comme premier centre, un Kotkaniemi comme deuxième centre, un Poehling comme troisième centre. Vous allez me dire, il n'y a plus de place pour Dano. Écoute, on va s'arranger rendu là. Mais tu sais, je pense qu'en termes de profil, ils ont des profils assez intéressants à ce niveau-là, aux positions que je les ai mentionnées. En termes de deuxième ailier droit, j'y vais avec le potentiel. Je pense que Cole Caulfield a été un gars qui a été très suivi par les analystes malgré sa petite taille. C'est un gars qui a très bien fait à sa première année au niveau universitaire. Je pense pas moi non plus comme Marc Bergevin, je pense pas qu'il est prêt encore pour la LNH, mais c'est quand même un très bon choix d'après moi. C'est un gars qui va marquer des buts dans la LNH. Son style de jeu, moi, me rappelle un peu Connor Garland avec les Coyotes. C'est le style. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui vouait quand même à une belle carrière et ça a été considéré comme un vol d'ailleurs lors du repêchage. Cole Caulfield qui est un choix de première ronde en 2019. Par la suite, en termes d'ailier gauche, écoutez, ça je pense que c'est le plus prolifique des attaquants que Trevor Timmins a été capable de repêcher. On pense à Max Pacioretty. Alors, encore une fois, Max Pacioretty, il a une bonne saison actuellement avec les Golden Knights. C'est un joueur de séquence, ça a toujours été. C'est un choix de première ronde en 2007 dans le cas de Max Pacioretty. Je vous garde le centre pour la fin. En termes d'ailier droit, je pense qu'il n'y a pas de surprise. On va y aller avec Brendan Gallagher. Brendan Gallagher qui est quand même une grande surprise. Moi, je me rappelle quand on l'avait repêché, il parlait de sa hargne, puis c'est pas mal tout. Et puis finalement, en coordination main-œil, puis il compte des buts, petit gars. Fait que Brendan Gallagher, un choix de 5e ronde en 2010. C'est avéré une très belle prise de la part de Trevor Timmins. Et en termes de centre, là, écoutez, vous le savez, là, on a de la misère à repêcher des centres à Montréal, ça n'a pas de sens. Là. Fait que j'ai été obligé d'y aller avec un gars, je me suis dit, il y a eu une coupe de saison de 50 points dans la LNH. Ouais, c'est ça. Galchenyuk. Alex Galchenyuk, choix du Canadien, première ronde en 2012. Alors, c'est ce qui me donne le portrait de l'équipe de Trevor Timmins. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais là, dites-vous bien que j'aurais préféré mettre des joueurs qui jouent en ce moment dans la Ligue nationale au lieu de mettre des joueurs que je projette qui vont jouer dans la Ligue nationale ou qui ont déjà joué dans la Ligue nationale. Ça me rush un peu d'avoir eu à faire ce genre d'exercice-là comme ça, mais offensivement parlant, c'est limité dans les choix de Trevor Timmins. Au niveau des défenseurs, je pense qu'on a des choix peut-être un petit peu plus intéressants parce que déjà là, je pense que de la manière que moi j'ai réparti ça, Sergachev est un gars qui est intelligent, il est capable d'amener la rondelle. Piquet Souban est un gars qui est plus porté vers l'attaque. Ryan McDonough est responsable défensivement, joue avec Weber qui est très porté à l'attaque. Beaulieu, c'est le contraire avec Mété. Fait je pense que, tu sais, Beaulieu, Mété, les deux, ni un ni l'autre est exceptionnel, mais tu sais, c'est quand même un gars qui est plus costaud puis un peu plus défensif avec un gars qui est moins costaud mais plus porté à l'attaque. Alors, tu sais, je pense qu'au niveau des défenseurs, on est quand même pas si mal. Au niveau des gardiens, même si on a fait l'abstraction, mettons, d'Alak, parce que je suis pas sûr si c'est vraiment lui qui l'a repêché, si on prend Primo, on a quand même un tandem assez intéressant avec les choix que Trevor Timmins a fait. Par contre, au niveau de l'attaque, ça a été plus difficile. On a quelques surprises. Moi, en termes de surprises, Gallagher actuellement est la plus grande surprise. On a des bonnes attentes envers Poehling, Kotkaniemi, Caulfield puis Yolonen. McCarron aurait été une grande déception. Delarose, une déception en son genre. Hudon, une déception en son genre. Pacioretty, il donne pas mal ce qu'on s'attendait à lui. Alors, c'est ce que moi j'ai retenu de l'équipe de Trevor Timmins et c'est ce que je vois dans l'équipe du Canadien de Montréal d'ici la fin de la saison. C'est-à-dire, voici le visage du Canadien de Montréal post-date limite des transactions. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de l'équipe du Canadien de Montréal après la date limite des transactions. Est-ce que vous auriez fait des choix différents pour l'équipe de Timmins? Essayez de ne pas inclure des gars qui ont pris la décision d'aller jouer en Europe ou des gars qui sont juste à la retraite. Parce que oui, il y a eu quand même des personnes assez intéressantes. Puis entre autres, j'ai un ami qui n'arrêtait pas de me parler d'Alexis Yemlin. Mais peut-être que même s'il avait été à Montréal, il aurait décidé d'aller dans la KHL. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas l'inclure dans cette équipe-là. Alors faites-moi savoir vos idées à vous concernant le Canadien. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Est-ce que vous aimez l'idée du reset? Faites-moi savoir ça au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Ça va vraiment super. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, question de savoir quand je mets des vidéos en ligne. Puis d'ici là, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. C'est super gentil de votre part et on se voit très prochainement. OK?